Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, une chercheuse en quête de solutions photovoltaïques, Marie Cheyras. Elle fait partie des jeunes talents de la Fondation L'Oréal et de l'UNESCO. Son portrait, ce sera à suivre bien sûr. Il a une idée derrière la tech, c'est Gaël Musquet. Gaël, mini-fusée Maxi-idée. La société néo-zélandaise Rocket Lab vise Vénus, rien que ça, avec son micro-lanceur Electron. Complètement, on passe des lanceurs moyens lourds dont j'ai parlé la dernière fois avec Ariane à ce micro-lanceur qui est dans une autre catégorie en matière de lancement. On verra à quel point ce lanceur est innovant. Absolument. Nos questions du jour au pluriel aujourd'hui. Vous connaissez le mode avion sur votre smartphone, jusque-là tout va bien. On va découvrir ensemble le mode collège, mode co. Comment utiliser le temps d'écran comme un temps d'apprentissage et d'autonomie pédagogique. On va en parler avec vous, Hélène Azevedo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Modeco, cette start-up donc qui offre une solution numérique pour pouvoir sécuriser l'usage pédagogique des smartphones au collège. Et puis, mettre l'empathie au cœur de l'enseignement, c'est le credo d'une chercheuse et ingénieure en neuroéducation. Comment développer l'empathie, aider les enfants à communiquer leurs émotions? Réponse avec vous, Gaël Hassoun. Vous nous rejoignez depuis les Alpes-Maritimes puisque vous êtes notamment professeur de français à Nice, enseignante, ingénieure, je le disais, en neuroéducation, présidente de l'association Be Enjoy. Vous êtes entrée en 2021 dans le top 50 du Global Teacher Prize. Bonjour à vous. Bonjour. Toutes ces questions et toutes ces réponses dans un instant, bien sûr, mais d'abord, focus. Et on poursuit notre tour d'horizon des 35 chercheuses qui ont reçu le prix Jeunes Talents 2022, remis par la Fondation L'Oréal, l'UNESCO. Aujourd'hui, on fait un focus sur Marie Cheyras. Elle cherche et surtout, elle trouve des solutions pour augmenter l'efficacité des panneaux photovoltaïques. Son portrait avec Xavier Terrasse. Je suis doctorante en 3e année au sein de l'école polytechnique et mes travaux consistent à étudier les matériaux pour les futures générations de panneaux photovoltaïques. Marie Cheyras fait partie des 35 chercheuses à avoir reçu le prix Jeunes Talents 2022, remis par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Elle a été récompensée pour son étude baptisée « Comprendre les dynamiques ultra rapides dans les nouvelles générations de panneaux photovoltaïques ». Son objectif est de comprendre et d'améliorer les propriétés de matériaux capables de convertir le rayonnement solaire en électricité, notamment en augmentant l'efficacité des panneaux photovoltaïques. Alors j'ai toujours voulu travailler sur un domaine qui me permettait à ma manière d'agir contre le dérèglement climatique. Et j'étais aussi super curieuse et globalement j'aimais bien les sciences. Donc ça m'a menée au fur et à mesure à travailler dans ce domaine. Petite, Marie Cheyras a été marquée par les images de marée noire. Sensibilisée très tôt à l'écologie grâce à des événements dédiés aux enfants, elle s'est lancée dans sa thèse après un cursus d'ingénieur et un double master matériaux pour l'énergie et les transports. Distinguée par le prix Jeunes Talents L'Oréal UNESCO, elle devient ainsi un modèle de réussite pour les jeunes filles d'aujourd'hui. Pour elle, qui a aussi eu ses modèles, il est temps que les femmes entrent vraiment dans la lumière. Un personnage qui m'a vraiment marqué, c'est Katherine Johnson. C'était une physicienne et mathématicienne américaine. Et on pense souvent quand on regarde la Lune au premier homme qui a posé les pas sur la Lune. Pourtant, c'est une femme noire américaine qui a fait les calculs de mise en orbite. Marie Cheyras se réjouit d'avoir, selon ses propres termes, la chance inouïe de participer à l'avancée de la connaissance humaine, tout en bâtissant un système plus tolérant et inclusif. Et les énergies nouvelles qui inspirent toujours encore plus les jeunes chercheurs et chercheuses. Gaël, toi aussi, ça t'inspire d'ailleurs? Et complètement, avec les pénuries d'énergie qui nous ont fait un peu peur cet hiver. C'est pas fini encore. Oui, non, visiblement. On va avoir besoin de ce type de recherche, de travaux. D'autant plus que les panneaux solaires, en plus, sur les 20-30 prochaines années, il va falloir les remplacer. Donc on aura besoin de ces panneaux hyper efficaces. Et de Marie Cheyras. Tout de suite, on va essayer de faire confiance aux collégiens. Tiens, pour une fois, ils peuvent utiliser leur smartphone en cours, oui, mais seulement pour des usages pédagogiques. Ça tombe bien, notre première invitée a justement toutes ces solutions pour eux. On ouvre le talk, première partie.
Et aujourd'hui avec nous pour réagir à ces initiatives EdTech, mais pas que, Gaëlle Assoun, vous êtes en place avec nous depuis les Alpes-Maritimes. Vous êtes enseignante, ingénieure en neuroéducation, présidente de l'association Be Enjoy, et vous êtes notamment entrée en 2021 dans le top 50 du Global Teacher Prize. C'est ni plus ni moins l'équivalent du prix Nobel pour les enseignants et les enseignantes. Hélène Azevedo, vous êtes également avec nous, cofondatrice de Modco, cette start-up qui offre une solution numérique pour sécuriser l'usage pédagogique des smartphones au collège. C'est important parce que d'abord, les smartphones et le collège, c'est une loi, la loi de 2018. Depuis la rentrée de septembre 2018, les établissements scolaires de collège et les écoles primaires ont le droit d'interdire justement l'utilisation du smartphone dans leurs enceintes. Ça, les enfants le savent bien. Oui, mais il y a quand même une dérogation. C'est pour les usages pédagogiques qui peuvent être faits en cours à partir de ces smartphones. Ça veut dire qu'avec Modco, vous nous proposez donc de passer au mode collège sur ces téléphones portables. Vous avez réussi à surfer sur la loi. Exactement. En effet, on est parti du constat que tous les collégiens ont un téléphone, qu'ils l'utilisent pour plein de choses, sauf pour travailler. Ils l'utilisent partout, sauf à l'école. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et ils nous le disent, ils l'utilisent en cachette. Alors dans cette démarche pédagogique où on veut créer un lien avec nos élèves, avec nos enfants, est-ce que l'interdiction est la meilleure démarche? Nous, avec Sylvie, on pense que non. Ouais. Donc on a réfléchi à une manière d'utiliser ces outils qui sont pas toujours présents, parce que les établissements aujourd'hui en France sont sous-équipés en outils numériques, alors qu'on a besoin de préparer ces élèves au monde de demain qui sera numérique. Donc comment exploiter cet outil pour en faire un outil pédagogique? Et donc, on a pensé à Modco. Sylvie, qui est votre cofondatrice, avec laquelle vous avez développé à la fois cette application et cette plateforme. D'abord, je voudrais qu'on fasse un petit point sur cette loi et sur les détournements possibles, parce que Gaël Musquet est hacker, pirate. Jusque-là, vous le saviez toutes et tous pour l'école du futur. Ça veut dire qu'on peut quand même réussir à détourner. On n'a pas besoin forcément d'être hacker, d'ailleurs, pour détourner. Non, il suffit d'être mon enfant. Donc, ouais, on est... Je pense que tous les parents mis à l'épreuve des interdictions, des punitions sur ces appareils, et ils nous le prouvent toutes les semaines, en l'occurrence, que ces systèmes sont faillibles, détournables, et ils ont des idées auxquelles on n'a pas pensé. J'y avais moi aussi, on en discutait juste avant l'émission, droit, quand il fallait juste regarder la télé. On a tous contourné ces interdictions de nos parents, et en fait, l'idée, c'est aussi de les accompagner, de leur faire confiance, mais de les accompagner aussi sur l'accès à certains contenus, et puis gérer les temporalités auxquelles ils vont avoir accès à ces différentes machines, ces différents outils. Donc voilà, donc en fait, les hackers ont des enfants qui peuvent aussi être hackers eux-mêmes, parfois. Ouais, j'ai reçu la monnaie de ma pièce, là. C'est bon. On embrasse Damien, le fils de Gaël, juste comme ça, pour le plaisir. Mode avion, donc ça, jusque-là, on le connaît tous sur nos téléphones portables. Le mode collège, c'est celui que vous permettez d'activer, donc justement avec à la fois cette application et cette plateforme. Concrètement, ça marche comment? Donc le collégien et la collégienne va avoir cette application sur son téléphone portable, va activer le mode collège quand son professeur le lui propose en cours pour pouvoir aller plus loin, j'imagine, avec des contenus pédagogiques présélectionnés. Oui, mais il y a quand même une recette, c'est que l'enseignant peut voir à quel moment quel élève est bien en mode collège. Exactement. Donc Modco, comme vous l'avez très bien dit, c'est une application mobile que l'élève télécharge sur son téléphone, iPhone, sur iOS ou Android, et une application web pour le professeur qui lui permet d'avoir cette vision de quels sont les élèves qui sont connectés à Modco et quels sont les élèves qui sont actifs dans Modco, et de partager tous les contenus qu'ils souhaitent partager pendant la classe. Donc on est moins dans l'interdiction, mais plus dans quel contenu on va vouloir pousser avec nos élèves. Oui. Donc, pour expliquer simplement, l'élève rentre en classe, il active le mode collège en ouvrant son application. Il ouvre son application, active le mode collège, et dès l'instant où il a activé le mode collège, on a un compteur qui démarre. Oui. Et c'est ce compteur qui permet à l'élève, parce que notre objectif, c'était d'informer en premier l'élève et le professeur, et qui lui permet d'accéder à tous les contenus pendant la classe. Donc on voit dans les expérimentations et dans les usages qui sont faits dans le quotidien par les professeurs que l'usage finalement du téléphone, il est très limité. Nous, en tant que parents, même les professeurs ont peur de ce téléphone et on a peur du temps d'écran. Oui, c'est vrai que ça peut être problématique, mais on se rend compte dans un temps de classe d'1 heure, finalement, l'usage du téléphone, il a lieu, on l'utilise pendant 1 minute, 2 minutes pour
aller voir une vidéo qui explique différemment une notion, pour aller faire un test, un quiz, pour permettre de valider un contenu ou une notion que le professeur a abordé, ou bien de travailler en collaboration entre élèves. Donc c'est vraiment ça l'objectif, en faire un outil pédagogique. Oui, parce que l'idée notamment d'interdiction des téléphones portables à l'école et au collège, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, quand cette loi a été votée, on faisait une question de santé publique, justement, limiter le temps d'écran, notamment de ces enfants dans leur pratique pédagogique. Ce que vous nous dites, c'est qu'avec le compteur qui est déployé sur l'application, non seulement on va pouvoir faire attention à son temps d'écran effectif, mais on va pouvoir aussi le rendre à ce moment-là productif. Exactement. Alors, ce qui est important de dire, c'est que c'est vrai que cette loi, elle a quand même un bon fond, parce que finalement, quand les dangers du numérique, on pense tous au cyberharcèlement. Et finalement, quand il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de cyberharcèlement. Donc, c'est aussi pour ça que cette loi elle a été mise en place. Néanmoins, elle pousse à des usages cachés, ce qu'on trouve pas très éducatif ou pédagogique pour nos enfants. Alors oui, on est capable de voir à quel moment l'élève se connecte, et l'élève en lui-même, parce que c'est vrai qu'on parle, nous, adulte pour l'accompagner, mais l'information, l'indicateur, c'est l'élève qui l'a en tout premier. Donc lui-même peut se dire, ben voilà, pendant le cours de français, j'ai été attentif que 90% du temps. En cours de mathématiques, 70%. Donc on peut, avec un peu de avec de la réflexion ou de l'auto-réflexion, se dire, ben peut-être qu'il faut que je travaille davantage, que je fasse un travail sur moi. C'est essayer de les rendre un petit peu plus actifs de leur apprentissage. Aujourd'hui, cette solution Modco, elle a été testée, si je ne m'abuse, sur 200 élèves répartis dans plusieurs collèges publics, privés, notamment en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine. Les professeurs, justement, qui participent à ces tests et les collégiens et collégiennes qui y participent aussi, ils vous remontent quoi comme premier retour, comme premier feedback? Alors, tout d'abord, l'enthousiasme et l'envie des élèves d'utiliser leur téléphone pendant la classe. Alors, il y a le bon côté, le mauvais côté, ça c'est certain. Mais cette motivation, elle est quand même importante, parce qu'on sait tous qu'être motivé, aimer ce qu'on fait, ça devient plus facile d'apprendre. Donc nous, notre démarche avec Sylvie, c'est si on peut faire de cet outil, ce petit nounours en fait de nouvelle génération, un outil de travail, si on peut les engager de la sorte, en les contrôlant, en les pilotant, en les accompagnant, eh bien, pourquoi pas ? Parce que oui, cet outil, c'est peut-être un des seuls outils qui accompagne l'élève pendant toute sa journée. Et donc, c'est aussi une manière de leur montrer d'autres usages pédagogiques, de travail, d'éducation, d'information, de développement du science critique et autres, de communication. Des usages qu'ils n'ont pas tous, forcément. On pense, quand ils pensent téléphone, ils pensent aux réseaux sociaux, ils pensent aux jeux, et c'est tout. Donc, c'est vrai que c'est aussi ça comme ambition de leur montrer un autre usage du téléphone. Et est-ce que ça peut devenir aussi un outil de discussion avec les professeurs, les enseignantes, dans la mesure où ce sont vraiment ces enseignants-enseignantes qui vont pré-sélectionner le contenu qu'ils vont mettre à la disposition de leur classe et de leurs élèves sur Modco? Alors oui, et ça c'était un point hyper important pour nous, parce que finalement l'élément central pour nous, c'est le professeur. On a fait en sorte que le professeur, il reste maître de cet outil. On apporte un outil, mais l'outil ne change en rien la démarche pédagogique qui n'est pas de notre ressort, qui est du seul ressort du travail de ces professeurs qui, en amont, ont identifié l'ensemble des contenus, des formats, des sources à présenter à leurs élèves. Donc oui, c'est le professeur et les professeurs entre eux qui vont identifier des nouvelles sources, des contenus qui peuvent intéresser et qui peuvent aider à l'apprentissage et à l'apprentissage de ces notions. Donc ça peut être par exemple la vidéo d'un influenceur pédagogique sur YouTube pour approfondir une notion qu'on aurait vue pendant le cours. Ça peut être des contenus très variés. Exactement. Et vous voyez par exemple partager la vidéo d'un influenceur. C'est hyper intéressant parce que cet influenceur peut être suivi sur les réseaux sociaux et une autre manière d'apprendre. Enfin, ces réseaux sociaux peuvent être un super canal d'apprentissage. On a des professeurs de mathématiques, de sciences, d'orthographe qui sont très amusants et intéressants à regarder. Et finalement, on apprend toujours et tout le temps et partout. Et ça enlève peut-être aussi, pardonnez-moi l'expression, mais le côté peut-être un peu flicage aussi des professeurs, parce que c'est vrai que sur le dashboard, sur la plateforme sur lesquelles eux se connectent pour pouvoir justement regarder ce que les élèves font pendant
le cours, ils peuvent aussi voir éventuellement ceux ou celles qui seraient déconnectés du mode collège pour passer sur un réseau social. Alors, Modco va en effet voir quels sont les élèves qui sont actifs dans Modco, donc qui ont l'application en premier plan. Et les élèves qui ne l'ont pas. Par contre, on ne va pas chercher à savoir qu'est-ce que l'élève fait quand il n'est pas dans Modco. Parce que quelque part, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que l'élève, il est concentré, il est sur son apprentissage. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, on peut en effet avoir un indicateur par jour, par semaine, par mois, par séquence, le temps d'activation, finalement, de l'élève ou d'attention de l'élève pendant le cours. Et c'est ça qui est intéressant parce que on va pouvoir mettre un indicateur, finalement, chiffré maintenant, derrière cette loi de 2018. Ouais. Se dire, le téléphone, il est autorisé uniquement pour des fins pédagogiques, et voilà la preuve, à hauteur de 85, de 90%, les élèves dans notre établissement ou dans cette classe utilisent leur téléphone à des fins pédagogiques. J'ai envie de faire réagir Gaëlle Assoun, parce que Gaëlle, vous êtes évidemment professeur de français dans un collège, notamment de Nice, en REP+. Modco, c'est une initiative, c'est une solution que vous pourriez utiliser en classe avec vos élèves? Oui, tout à fait, je pourrais l'utiliser. J'étais en train de réfléchir en vous écoutant parler. Et je pense que vous avez soulevé tous les leviers, toutes les contraintes. Personnellement, ce serait plus en lien avec le cyberharcèlement, mais qui est en train de se développer envers le professeur et pas entre élèves. C'est-à-dire que, en fait, ça donnerait l'occasion aux enfants d'avoir un outil média pour enregistrer le cours, filmer le cours à l'insu du professeur. Et personnellement, moi, je serais pour ouvrir la classe et comme ça, tout le monde voit comment ça se passe dans ma classe. Mais il y a d'autres enseignants qui ne le voient pas de cet œil-là et ça leur est déjà arrivé. C'est très courant, c'est de plus en plus courant même, je trouve, que les enfants utilisent, vous savez, comme avant, c'était peut-être la boulette de papier derrière le dos du professeur. Et bien aujourd'hui, c'est j'enregistre le cours, je fais des petits montages, et puis je le publie sur Snapchat ou sur les réseaux sociaux. Et ça vous est déjà arrivé, Gaëlle? Vous avez déjà été confrontée à ce problème? Des collègues, oui. Moi aussi, l'année dernière, j'ai été confrontée à une élève qui avait enregistré une partie du cours et qui l'avait tronqué et déformé. Et ça avait fait le tour des réseaux sociaux. Donc, si la communication n'est pas très bonne au niveau interne, ça peut vite dégénérer, en fait. Et comment est-ce que, justement, ça s'est résolu? Est-ce que vous avez pu entrer en discussion avec cet élève qui avait sorti de son contexte une partie de votre cours de français? Est-ce que ça a permis, finalement, de pouvoir nouer une nouvelle relation avec elle? Franchement, quand l'enfant ou la famille en face nie les faits, oui, après, c'est un travail entre le chef d'établissement et le corps enseignant, les personnels de l'éducation. Mais oui, après, on renoue avec la famille, la communication, et forcément, on fait tout pour que cela s'arrange et pour ne pas rester sur des mauvais avis. Au contraire, moi, je pense qu'on devrait utiliser que les enfants devraient utiliser les smartphones en classe et que ça nous permettrait beaucoup plus de facilité au niveau des enseignements pour justement, ce dont parlait tout à l'heure Hélène, impliquer l'élève activement dans la pédagogie. Oui, absolument. Et je suis assez stupéfaite, encore une fois, par l'expérience que vous nous relatez ici, Gaëlle. Je voudrais faire réagir Hélène, parce que c'est justement aussi le double enjeu de Modco, si j'ai bien compris. Il y a la partie contenu pédagogique, que là, tout va bien, mais il y a surtout cet enjeu de responsabilisation sur les usages numériques pour ces collégiens et ces collégiennes. C'est-à-dire qu'on leur permet d'aller en mode collège sur leur smartphone pendant le cours, oui, mais parce qu'on leur fait confiance. Oui, et le point qui a été mentionné ici, il est grave, parce qu'en fait, ils font des vidéos, ils font des photos, et ils ne se rendent pas compte de la législation derrière. Et c'est ça tout l'enjeu. C'est faire une photo d'un élève et la poster sur les réseaux sociaux. On n'a pas le droit sans son consentement. Donc, face à ce sujet, et la démarche, elle était... Et pour le professeur, j'imagine. Et pour le professeur, pareil, d'un tiers finalement. Et c'est là que c'est important, les outils, l'utilisation de Modco, certes c'est pour des usages pédagogiques, mais après, ce qui est très important de le faire, c'est de le combiner en effet avec la responsabilisation, avec le rappel de lois ou de bonnes pratiques, tout comme l'exemple qui a été mentionné à l'instant, ou bien le rappel du choix des mots
mot de passe. Ouais. Un mot de passe, il doit être personnel, il doit être modifié, il doit être multicaractère, etc. On a parlé des photos, on a parlé de l'enregistrement de la voix, du choix des sources. Toutes les sources ne sont pas de la même qualité. Absolument. Aller chercher le développement de l'esprit critique. Ouais. On a une information, il faut la vérifier. Toutes ces informations, toute cette responsabilisation, elle est importante lorsqu'on aborde le sujet du téléphone ou du numérique dans sa globalité. Ouais, c'est justement un des enjeux absolument prioritaires aujourd'hui. Oui, des téléphones, jusque-là, ça fait partie de nos vies numériques désormais, mais comment justement voir le mode emploi pour s'en servir à bon escient? Évidemment, et plus on commence tôt, mieux c'est que ces enfants soient sensibilisés aux enjeux du numérique, certes de côté un peu virtuel, mais qui a des conséquences bien réelles pour toute la communauté pédagogique et scolaire, surtout qu'en plus, on voit sur ces nouveaux modes d'apprentissage, moi je suis stupéfait de voir à quelle vitesse je reçois des SMS pour un retard ou pour une absence, où à la fois le corps enseignant, la communauté pédagogique est dotée aujourd'hui d'outils, Pronote, EduConnect, il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui permettent d'avoir à différents temps des relations avec les professeurs, avec les parents d'élèves et avec l'élève. Et donc voilà, cet outil supplémentaire, là en l'occurrence on parle du collège, permet pour moi d'alerter ou en tout cas de sensibiliser, y compris les parents, justement sur la responsabilité de leurs enfants et la leur qui est engagée sur les actions que peuvent avoir ces enfants avec les téléphones. Il y a un véritable triptyque, en effet, dans Mode Co, il y a évidemment les collégiens, les collégiennes, les profs, mais aussi les parents. Mode collège, c'est une chose, pourquoi pas un mode école ? Vous avez raison, parce que par exemple, on est en train de parler avec des professeurs qui sont, professeurs de BTS au lycée, qui sont aussi très intéressés et qui vont déployer l'usage de Mode Co dans leur classe. Sachant qu'en l'occurrence, l'utilisation des smartphones est autorisée pour le lycéen. C'est la même situation qu'au collège, à savoir, ils sont interdits, sauf pour des raisons pédagogiques ou bien pour les enfants à difficultés, dyslexie et autres. Donc, c'est la même règle. Par contre, ce qui est toujours important de combiner, c'est ce que dit le règlement intérieur. Donc, on a malgré tout beaucoup d'établissements en France qui autorisent cet usage, qui est toujours encadré par le professeur et qui permet d'utiliser dans un cadre légal, entre guillemets, ce téléphone. Donc, pourquoi pas l'école, mais une nouvelle fois, ça requiert un pilotage, un accompagnement des parents qui, c'est vrai, parfois n'accompagnent pas suffisamment, donnent un outil exceptionnel d'information, de communication à leurs enfants, mais ne les accompagnent pas suffisamment dans l'usage. Après l'autonomie et la responsabilisation face au numérique, on va parler de l'empathie dans la deuxième partie de cette émission. Hélène, Gaëlle et Gaël, évidemment, vous restez à mes côtés, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète Tech. Et c'est le zap que vous attendez, évidemment, d'Edouard Degnaud.
est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Gaëlle Musquet, bien sûr, d'Hélène Azevedo, cofondatrice de Modco, cette start-up qui va vous offrir une solution numérique effective pour pouvoir sécuriser les usages pédagogiques sur vos smartphones, particulièrement au collège. Gaëlle Assoun, évidemment, est avec nous aussi depuis les Alpes-Maritimes, enseignante, ingénieure en neuroéducation, présidente de l'association Be Enjoy. On va revenir avec vous sur l'importance de l'empathie dans la pédagogie dans un instant, mais d'abord, encore une fois, Gaëlle Musquet a une idée derrière la tech. Et Gaëlle, je le disais tout à l'heure, mini-fusée Maxi-idée, tu vas nous parler de cette incroyable entreprise spatiale, Rocket Lab. Elle est basée en Nouvelle-Zélande, mais pas que. Et elle s'est lancée un défi, notamment cette année, grâce à son micro-lanceur Electron, visé Vénus. Tout à fait. On est dans l'école du futur, donc on va parler du futur des lanceurs, qui ne sont pas que des gros lanceurs bien puissants, bien lourds. On va parler des micro-lanceurs de Rocket Lab. On a parlé de la saga de la fusée Ariane, mais là, sur ces micro-lanceurs, sur Rocket Lab, la Nouvelle-Zélande rentre dans le petit giron des nations qui savent lancer des objets dans l'espace. Et c'est en 2006 que cette société est née. Elle a commencé par lancer au début des fusées-sondes. Pour un peu cadrer, une fusée-sonde, c'est une fusée qui va être chargée de capteurs météorologiques ou de capteurs chimiques, plein de capteurs qui vont permettre d'atteindre la centaine de kilomètres, qui va redescendre en général. Là, ils étaient sur des petites fusées-sondes de 60 kilos à peu près de poids, 6 mètres de long. Et elle a fait ses armes, ses dents en fait, sur ces micro-fusées. Et elle a conçu le lanceur Electron que l'on voit, et qui fait 12 mètres de haut. 1,20 m de diamètre, 12 tonnes et demie de poids, est capable de lancer avec une charge utile à peu près de 200 à 300 kg sur une orbite basse. Donc, les orbites basses, on est en dessous des 2000 km d'altitude, ou des orbites héliosynchrones, on est à 1600 km à peu près d'altitude sur l'héliosynchrone. Et pour rappel, pour que vous puissiez comparer à peu près ce que ça représente, la fusée Ariane, elle a fait 55 mètres de long, 5 mètres 40 de diamètre, 780 tonnes au décollage. Et elle est capable de mettre en orbite basse 21 tonnes, 23,8 tonnes pour la fusée Falcon de SpaceX. On ne va pas faire de jaloux. Non, c'est pas notre 2 à 3 tonnes. Jamais de jaloux. Et c'est 2 à 3 tonnes pour la fusée Vega, notamment. Oui, donc en effet, on peut se dire que Electron, notamment chez Rocket Lab, ça a une très petite, une très faible charge utile. Il y a vraiment un marché pour ça? Ah oui, complètement. En fait, l'objectif à la base du département, première commande du département de la défense américain, c'était de faire des lancements rapidement avec des petits satellites. Ce qui s'est passé depuis le début de la conquête spatiale, c'est que les composants électroniques se sont miniaturisés. On a besoin de moins de composants, en tout cas ils sont plus légers pour pouvoir faire une même tâche. Et c'est sur ce créneau-là que Rocket Lab s'est lancé. Pas faire du low cost, donc vraiment du lancement à bas coût, mais des lancements rapides et fréquents. Donc quand on imagine et quand on sait qu'il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir une place sur des lanceurs moyens et avoir des lanceurs lourds, c'était important en fait pour ce département de la défense et pour Rocket Lab de se lancer sur ce créneau-là. Et pour vous donner une idée, sur ce calibre-là, on est à plusieurs centaines. On est à plus de 150 satellites lancés. Depuis 2017, il y a eu 32 lancements pour seulement 3 échecs. Ce qui est quand même un excellent résultat. Cette petite fusée, ce micro-lanceur, encore une fois, il a beaucoup de spécificités, d'originalité, desquelles on peut parler. Là, en gros, on est sur une machine qui est, pour moi, très intéressante. Moi, j'aime bien les petits poussés, j'aime bien les challengers. Et là, on est vraiment sur un petit poussé avec Electron. Il est équipé de 9 moteurs Rutherford. Et moi, ce qui m'a frappé sur ce lanceur, c'est que les turbopompes, c'était des turbopompes électriques. C'est la première fusée hybride en fait, qui va utiliser des moteurs électriques, des batteries au lithium pour pouvoir pomper du kérosène d'un côté et de l'oxygène liquide et pouvoir propulser comme ça la charge utile. C'est le même procédé d'ailleurs que SpaceX avec les Falcon qui sont elles aussi alimentées en kérosène raffiné et en oxygène liquide, ce qui est plus simple, moins poussé, mais plus simple à gérer par rapport à ce que fait Ariane, par exemple. On est sur de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide. C'est plus compliqué à maîtriser. On l'a vu d'ailleurs avec Artemis. Complètement, avec les fuites d'hydrogène qui ont retardé beaucoup, notamment le lancement d'Artemis. L'hydrogène, c'est pas toujours simple. Et l'autre particularité, c'est que comme SpaceX, Electron, en tout cas Rocket Lab, essaie de récupérer ses premiers étages, mais avec
des hélicoptères. Comme on est sur un petit lanceur, ils sont en capacité, ils ont réussi, je crois, 2 fois, à récupérer avec un crochet, en fait, quand le lanceur il redescend, avec un crochet, rattraper la fusée avec son parachute. Et quand on pense à l'immense année qu'a réalisé SpaceX, 61 lancements, 61 réussites. Ouais. L'année un peu compliquée que l'on vit en ce moment avec Ariane Group, donc il perd Soyouz à cause de la guerre en Ukraine. On pense aussi à l'échec sur Vega C, récent, dernier. L'Italie qui veut faire sécession, qui veut plus être dans Ariane Group. On va avoir besoin de ce type de folie, de renouer un peu avec un peu d'insolence, un peu de collectif aussi. Ariane et Airbus sont 2 grandes réussites européennes. Et donc, j'espère qu'on va continuer à jouer collectif, à avoir cette audace de Rocket Lab dans le spatial européen. De l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Mais c'est surtout intéressant parce que ça nous rappelle que certaines nations sont devenues des nations du New Space, ce nouveau marché justement des CubeSats, des micro-lanceurs, des micro-fusées. On va continuer à en parler notamment avec toi ce mois-ci dans l'école du futur. Mais oui, donc la Nouvelle-Zélande est une nation du New Space à part entière. Complètement, et qui s'est même vu faire délocaliser carrément Rocket Lab aux États-Unis, puisque le siège social désormais de Rocket Lab est aux États-Unis. Donc on se rend compte de l'appétence des grandes nations du spatial, les États-Unis, y compris pour ces petites startups et ces petites nations a priori qui deviennent des grandes nations du lancement. Allez, on va essayer de devenir des grands pédagogues, justement. Nous aussi, on est passé au mode collège en première partie de cette émission. Cette fois-ci, on passe au mode empathie. On va vous apprendre comment l'empathie peut être une garantie de réussite, pas seulement à l'école, mais tout au long de la vie. Et on vous le prouve, c'est le Talk, deuxième partie. Et pour parler justement de cette pédagogie de l'empathie, à mes côtés, Hélène Azevedo, vous êtes la cofondatrice de Modco, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, et Gaël Assoun, vous êtes ingénieur en neuroéducation, vous êtes aussi professeur de français, notamment en REP+, à Nice, et vous avez fondé cette association formidable qui s'appelle Be Enjoy, qui repose justement sur cette pédagogie de l'empathie, et c'est la raison pour laquelle vous êtes entré également en 2021 dans le top 50 du Global Teacher Prize. On avait reçu Juline Anquetin-Rowe notamment, qui est une des lauréates de cette même édition 2021 du Global Teacher Prize. D'abord, j'aimerais qu'on revienne avec vous, Gaël, sur la notion même d'empathie, parce que la définition assez commune, c'est de se dire que c'est la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'ils ressentent, mais en 2023, on peut définir l'empathie comment? Comme un super pouvoir? En 2023, on peut toujours la définir comme le définissait déjà à l'époque Jean de Séty. Et en fait, il y a une particularité que les gens souvent oublient quand on est dans la fiction ou dans les séries télé, c'est la capacité à se différencier de l'autre. Et cette capacité à se différencier de l'autre, elle est capable seulement quand on arrive à prendre conscience soi-même de ses propres émotions. Donc si c'est un super pouvoir, je dirais oui et non. Oui, si on arrive à l'utiliser, parce que quand on est tous avec cette capacité d'empathie. Et non, dans le sens où tout le monde l'a, et donc tout le monde pourrait l'utiliser. Oui. On est tous empathiques. Je crois qu'il y a plusieurs types d'empathie. L'empathie émotionnelle, l'empathie cognitive et puis l'empathie mature. C'est celle qu'on va pouvoir partager avec l'autre, celle qui va devenir réciproque, c'est bien ça? Pardon? L'empathie mature, c'est une empathie qu'on va pouvoir partager avec l'autre, celle qui va devenir réciproque, c'est celle où on va pouvoir finalement nouer une discussion, une relation, une qualité aussi peut-être d'écoute. En fait, il va y avoir l'empathie sociale et l'empathie cognitive, comme vous dites, c'est l'empathie émotionnelle, mais en fait, les trois vont se mélanger dans le sens où elles dépendent quand même beaucoup de la théorie de l'esprit, de la façon dont le cerveau va développer cette faculté à pouvoir se mettre à la place de l'autre, à représenter les idées de l'autre. Et on peut dire que l'enfant est empathique à partir de l'âge de 3 ans à peu près, justement quand ses fonctions cognitives lui permettent de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ce qu'il peut ressentir, ce qu'il peut imaginer, ce qu'il peut penser. Et c'est à partir de là qu'il faut accompagner l'enfant dès la naissance pour pouvoir lui apprendre, un petit peu comme tout à l'heure quand on parlait de l'accompagnement aux outils numériques, eh bien l'empathie c'est de la même chose.
Oui, il faut savoir la cultiver, l'accompagner, la faire grandir, faire finalement fructifier cette qualité intrinsèque. Ça me rappelle beaucoup les travaux d'une pédiatre que vous connaissez bien, Catherine Guéguen notamment, qui travaille sur cette intelligence émotionnelle dès la naissance. Il y a un mot qui est très à la mode en ce moment, c'est celui de soft skills, c'est cet apanage de compétences comportementales notamment. Est-ce qu'on peut faire entrer l'empathie au sein de cette nouvelle classification ? En fait, quand on regarde la définition des soft skills, qui s'apparente en fait aux life skills et qu'on nomme en France les compétences psychosociales, l'empathie est clairement définie comme telle. Donc, soft skills, oui, je pense que c'est un terme qui a été surtout utilisé en entreprise pour reprendre les compétences qui sont nécessaires, on va dire, pour l'employé, les futures démarches de ressources humaines. Nous, on va parler plutôt de façon globale, c'est-à-dire au niveau international, on parle plus de life skills. Dernièrement, il m'est arrivé d'en parler justement avec la toute ancienne, on va dire, ministre de l'Éducation de la Colombie. Et quand on veut parler des compétences psychosociales, on parle plus de life skills. Et donc on va utiliser le mot de life skills, tiens, désormais sur ce plateau. La coopération, l'écoute, l'autodiscipline, la persévérance, ce sont des valeurs aujourd'hui, Hélène, sur lesquelles il faut savoir miser plus que jamais. Elles deviennent sûrement encore plus importantes aujourd'hui. Parce qu'il y a le monde virtuel. Et parce que dans le monde virtuel, peut-être, on oublie, on crée une distance. Donc pour moi, elles sont encore plus importantes aujourd'hui. Et comme Gaëlle l'a mentionné, il est essentiel qu'on les cultive, comme vous avez dit, c'est un très beau terme, pour encourager justement les élèves, les enfants, les adultes à faire attention à l'autre. Parce qu'on travaille mieux en collaboration et toutes les évolutions aujourd'hui, elles sont grâce à cette collaboration entre tous. Gaëlle, sur ce plateau avec un L tout court, tu sens justement qu'aujourd'hui, ces life skills que définissait Gaëlle Hassoun, c'est devenu primordial, notamment pour les enfants qui finalement ne demandent qu'à les exploiter, qu'à les explorer. Alors, chez les enfants et chez nous, les adultes, moi j'ai vu des ravages d'attitudes très toxiques en entreprise, séquelles de classe prépa, où en fait l'esprit de compétition dans les équipes professionnelles avait des effets vraiment délétères dans les entreprises. Il n'y a pas de problème de compétences, on a un problème vraiment d'organisation et de travail. Et le fait d'avoir justement ces stagiaires de troisième régulièrement avec moi, ces enfants présents, les miens en premier, mais aussi d'autres enfants, permet aussi à certains adultes de se rendre compte à quel point si on veut inspirer, si on veut recruter, si on veut créer des futurs professionnels qui soient adaptés, qui soient capables de s'adapter aux mutations liées au numérique, au changement climatique, etc., il faut qu'il y ait une bonne ambiance. Et le bonheur au travail, ça se perçoit. Les enfants y sont très sensibles. Et c'est au-delà évidemment de la cellule familiale et de l'entreprise, c'est intéressant aussi pour nous professionnels, mais d'être aussi présent dans ces écoles, auprès de ces enseignants, pour montrer un peu aussi comment nous percevons cette empathie, cette nouvelle manière ou ces manières de travailler dans nos milieux professionnels respectifs. Ouais, le bonheur au travail, mais aussi le bonheur à l'école, Gaëlle Hassoun. C'est ce que vous essayez notamment de faire avec cette classification que vous avez déterminée grâce à votre association Be Enjoy, une classification de ces life skills, de ces compétences psychosociales. En pratique, comment ça se présente? Et puis ça s'adresse surtout à qui en priorité? Aux élèves, aux parents, aux enseignants et enseignantes? Oui, alors en fait, là, vous êtes en train de montrer la charte de mon association, qui est basée sur le référentiel des compétences psychosociales, qui a été, publié par Santé publique France, en collaboration avec des chercheurs, des acteurs du terrain et puis des décideurs. Et donc, ce référentiel, il est mis à la disposition de toutes ces personnes, dont moi, en tant qu'enseignante, dans lequel, en fait, il rappelle les 9 compétences psychosociales qu'on n'a pas définies tout à l'heure, mais qui sont quand même en lien avec la cognition, l'émotionnel et le social, et qui rassemblent, en fait, la faculté de gérer son stress, je vais les dire très rapidement, gérer son stress, réguler ses émotions, connaître ses émotions, mais également avoir une maîtrise de soi, un esprit critique. Et toutes ces compétences ont encore 21 compétences psychosociales spécifiques
Et donc, grâce à tout ça, j'en ai déterminé certaines qui sont déjà dans le livret scolaire universel. Et j'ai créé un carnet d'objectifs que je peux utiliser en classe, avec mes élèves, pour les accompagner sur leur comportement, avec les familles aussi en lien pour tisser justement la coéducation. D'une autre partie, on va dire en classe, en cours, par rapport aux autres programmes qui existent pour développer les compétences psychosociales, en fait, moi j'ai décidé, en me basant sur des recherches scientifiques, d'intégrer l'empathie directement dans mes cours et de ne pas en faire des ateliers justement ou des heures en plus. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon cours, on va développer, alors en même temps, moi je fais du français, donc c'est plus facile, je vais développer les émotions des personnages et on va les mettre en scène, on va les faire jouer aux enfants par exemple, ils vont pouvoir se mettre à la place des personnages et vivre leurs propres émotions, apprendre à les définir. Quand on va écrire également des sujets d'invention, on va devoir créer le personnage, créer une situation. Est-ce que cette situation est réelle? Est-ce qu'elle est plausible en situation, on va dire, en classe? On va faire rejouer également quand on va faire des scènes de harcèlement. On développe le conseil des élèves pour pouvoir s'auto-gérer et leur donner de la responsabilisation au niveau de leurs tâches en classe. Par exemple, pour prendre les devoirs des absents et pouvoir suivre comme ça le cours pour les enfants qui sont à la maison qui ne peuvent pas venir. Donc, il y a plein de petites choses différentes que je vais faire en classe. C'est vraiment une application au quotidien de cette empathie et de ces compétences psychosociales. Je reprends votre exemple du jeu de rôle, tiens, justement parce que ça me fait penser à une étude qui a été publiée en août dernier dans la très sérieuse American Economic Review par Yann Algan, qui est prof à HEC, et des chercheurs de l'Université de Montréal. Ils ont observé 2 groupes d'enfants de 7 à 9 ans. L'étude a duré une trentaine d'années, hein. Je vous préviens tout de suite parce qu'il fallait vraiment pouvoir avoir aussi cette étude sur une longue traîne, une longue durée pour se rendre compte des réalités de l'apprentissage de l'empathie. On a séparé ces enfants en 2 groupes. D'un côté, on a observé ceux qui, justement, pouvaient apprendre l'empathie grâce à des jeux de rôle notamment. De l'autre côté, des enfants qui, en cas de problème, étaient directement sortis de la classe, tout simplement, étaient présentés à des professeurs, avaient une sanction qui tombait de façon sonnante et trébuchante. Les conclusions, elles sont édifiantes. Le premier groupe, donc ceux qui ont vraiment, ces enfants qui ont vraiment suivi un enseignement empathique, ont eu 30% de chances supplémentaires de faire de grandes études. Leur salaire est supérieur de 20% par rapport à celui du second groupe et 20% en moins en tant qu'envier judiciaire. L'enseignement des compétences non cognitives à l'école, elle impacte considérablement sur la vie des futurs adultes, on le voit Gaëlle, mais ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui les life skills, l'empathie, en France notamment, c'est un peu un angle mort dans l'éducation. Alors, je dirais peut-être pas un angle mort, je dirais que c'est en construction, parce que justement maintenant, très récemment, là, depuis le Grenelle de l'éducation justement, et des études qui ont été menées sur les résultats en France et dans le monde, en fait, on a la politique de l'éducation nationale est en train de prendre un virage vers les life skills, vers l'application en classe. D'un autre côté, parallèlement, il y a aussi la tribune que j'ai signée pour une violence non violente, une éducation non violente, pardon. Une violence non violente, c'est paradoxal, mais une éducation non violente, formidable, absolument. Et vous en êtes signataire, tout à fait. Oui, et donc parallèlement, parce que comme on dit depuis le début de votre émission, il faut commencer très tôt. Il faut commencer dès l'école, dès la maison, avec les parents. Et donc cette tribune, elle est lancée en collaboration également avec des parlements au niveau politique pour qu'on puisse agir sur de l'accompagnement au niveau de l'éducation non violente qui justement développe l'empathie et développe les life skills, les compétences psychosociales dans les familles pour ensuite se continuer à l'école et puis donc en primaire et puis pour arriver au collège. Parce que si on isole le collège comme le point déterminant des émotions des enfants quand ils arrivent à l'adolescence, le développement de leur cerveau font qu'ils sont quand même très difficiles de contenir, on va dire ça très gentiment. Eh bien, on n'a rien compris en fait. C'est-à-dire que c'est depuis le début, c'est une harmonisation globale entre des partenaires, les familles, les politiques, l'enseignement, le ministère de l'Éducation nationale. Oui, ce qu'on voit avec vous deux, Gaëlle et Hélène, avec vos initiatives différentes mais complémentaires, c'est qu'il y a vraiment toujours ce continuum, encore une fois, enfants,
famille, enseignants, enseignantes. Il faut vraiment avoir cette démarche holistique pour que ça puisse fonctionner. Hélène. Totalement, parce que finalement, l'école, on apprend partout, à la maison, à l'école et pendant le transport aussi. Donc c'est vrai qu'on sort de cette démarche où on n'est plus autour de ces 4 murs pour apprendre. L'apprentissage se fait partout et on voit l'importance, et tant mieux, que les compétences techniques, mathématiques, français et toutes les autres qui sont aussi importantes que ces deux compétences fondamentales, eh bien, elles ne font pas tout. Ouais. Pour les citoyens de demain, on a besoin de tous ces life skills qui sont essentiels, parce que celles-ci, elles s'apprennent très difficilement finalement. Absolument. Allez, français, maths et empathie pour tout le monde, une prescription pour ce début d'année 2023. Merci infiniment Gaëlle Hassoun d'avoir fait un détour, même par Skype interposé sur le plateau de l'École du Futur. Merci à Hélène Azevedo. On vous retrouve avec cette application Modco, Mode Collège. Et merci comme toujours à Gaëlle Musquet pour ses idées derrière la tech. On se retrouve dès demain donc, pour un prochain épisode de l'École du Futur.